Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance accordée au cours de droit pénal général. Nous terminons toujours avec le chapitre de la responsabilité pénale, mais cette fois-ci, on va traiter les causes de l'extinction de la responsabilité pénale, ou bien ce qu'on appelle l'irresponsabilité pénale. Alors, dans ce cadre, il existe deux types de causes d'extinction de la responsabilité pénale. Il y a les causes subjectives et les causes objectives, ou bien ce qu'on appelle les faits justificatifs. Pour ce qui est des causes subjectives, il y a la minorité pénale et l'aliénation mentale. Et pour ce qui est des causes objectives, il existe trois cas de faits justificatifs de la responsabilité pénale: l'ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime, la contrainte et la légitime défense. Alors, pour ce qui est des causes subjectives, l'article 132 du Code pénal dispose que toute personne saine d'esprit est capable de discernement et personnellement responsable relatif à la responsabilité de l'individu. Il faut tout d'abord que celui-ci soit sain d'esprit, c'est-à-dire capable de discernement, lequel fait défaucher les individus atteints de la déficience mentale. Et le problème du défaut d'insuffisance du discernement peut être dû à l'âge compte tenu de la minorité pénale, notamment les articles 138 et 139 du Code pénal. Il convient donc de distinguer les causes subjectives de non-responsabilité, appelées encore causes de non-imputabilité. Alors, pour que la responsabilité d'un individu soit engagée, il faut qu'elle ait commis une faute et que cette faute puisse lui être imputée. C'est la notion d'imputabilité. L'imputabilité peut être définie comme la capacité de comprendre et de vouloir. Lorsque l'agent n'est pas conscient de commettre un acte délictueux, c'est le cas du démon, ou encore l'enfant en bas âge, qui ne sont pas conscients de la portée de leur acte. C'est pourquoi le Code pénal a prévu des codes de non-imputabilité qui exonèrent l'agent de sa responsabilité. Les causes de non-imputabilité soit sont personnellement à l'agent, sont personnelles à l'agent, elles ont un caractère subjectif. Le Code pénal prévoit principalement deux causes de non-responsabilité: la minorité pénale et l'aliénation mentale. Pour ce qui est de la minorité pénale, le Code pénal distingue différentes tranches d'âge. Tout d'abord, au-dessous de 12 ans, le mineur est totalement irresponsable par défaut de discernement. Ce mineur qui est irresponsable, s'il commet une infraction, il ne peut faire l'objet que de mesures éducatives ou de rééducation, notamment l'article 716 du Code pénal, par exemple, tel que son placement dans un établissement d'éducation, de formation professionnelle. Ensuite, il y a le mineur de 12 ans qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans et considéré pénalement comme partiellement irresponsable en raison d'une insuffisance de discernement. Il bénéficie de l'excuse légale de minorité qui a pour effet de diminuer les peines applicables. Donc, s'il commet une infraction, il peut faire l'objet soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées lorsque leur responsabilité ne fait pas de doute. Enfin, les délinquants ayant atteint la majorité de 18 ans sont pleinement responsables. Le droit pénal des mineurs est d'une grande souplesse. Cependant, l'inadaptation des mineurs constitue un phénomène social inquiétant. Il est important d'aider ces mineurs pour ne pas devenir des adultes délinquants. Et puisque le mineur est plus facilement rééducable, il est préférable de le soumettre à des mesures de rééducation choisies en fonction de sa personnalité et du milieu social dans lequel il vit, au lieu de le condamner à de véritables peines. La deuxième cause
subjective de l'irresponsabilité pénale, c'est l'aliénation mentale. Il y a lieu de distinguer ici entre la démence proprement dite, c'est notamment l'article 134 du Code pénal, et les états voisins de la démence. Alors pour ce qui est de la démence peut être définie comme une altération totale et durable de facultés mentales, telles que le démon n'a plus conscience de ses actes. En d'autres termes, l'individu est privé de tout discernement. Pour supprimer la responsabilité pénale, l'article 134 du Code pénal, la démence se pose deux conditions et il doit s'agir d'une démence totale ayant aboli le contrôle des actes. Et la deuxième condition, la démence, il faut qu'elle existe au temps de l'infraction, c'est-à-dire contemporaine à l'acte délictuel. Les troubles sont considérés, sont constatés par expertise médicale. Les juges demandent l'avis de médecins experts pour savoir si le discernement est totalement aboli. Dans ce cas, là, l'individu sera déclaré totalement irresponsable et interné dans un établissement psychiatrique. Les états voisins de la démence ou les anormaux mentaux dont la capacité de comprendre, de vouloir, l'article 134 du Code pénal, entre la démence ayant aboli le discernement et la lucidité parfaite, il existe des états intermédiaires dans lesquels la faculté de discernement n'est pas supprimée, mais simplement altérée. Il s'agit des anormaux mentaux qui ne sont pas pleinement capables d'apprécier le caractère délictueux de leurs actes. Les juges, après expertise médicale, doivent déclarer cet individu partiellement irresponsable, prononcer la peine et ordonner, selon l'article 78, que le condamné soit hospitalisé dans un établissement psychiatrique préalablement à l'exécution de toute peine. Il peut arriver qu'un acte contraire, maintenant on parle des causes objectives, il peut arriver qu'un acte contraire à la loi pénale et constituant une faute soit, malgré cela, soit licite et n'expose son auteur à aucune condamnation. L'acte, dans ce sens, il est légitime et justifié par la présence d'un fait justificatif. Les faits justificatifs sont des faits objectifs qui font disparaître l'acte délictueux d'un acte. Et les causes objectives de non-responsabilité sont des circonstances qui justifient ou légitiment une infraction. Elles ont un caractère objectif et opèrent une rème faisant disparaître l'infraction à l'égard de l'auteur et de son complice. Elles font perdre au fait leur qualification et font disparaître par là l'infraction. Au terme de l'article 124 du Code pénal marocain, il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque le fait a été ordonné par la loi et condamné par l'autorité légitime. Et ça, c'est le premier cas. Lorsque l'auteur, également continue avec l'article 124 du Code pénal, lorsque l'auteur a été matériellement forcé d'accomplir ou a été matériellement placé dans l'impossibilité d'éviter l'infraction par un événement provenant d'une cause étrangère auquel il n'a pu résister. Et le troisième cas, lorsque l'infraction était commandée par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien appartenant à soi ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l'agression. Alors, l'article 124 prévoit trois sortes de faits justificatifs: l'ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime, la légitime la contrainte et la légitime défense. Les faits justificatifs fondés sur un ordre normatif, on distingue entre l'ordre de la loi pure et simple et entre le commandement de l'autorité légitime. L'ordre de la loi, on évoque les faits justificatifs fondés quand l'auteur agit sur l'ordre direct de la loi.
Par exemple, le médecin est tenu au secret professionnel, mais lorsqu'il reçoit un ordre formel de la loi, le médecin sera tenu de témoigner sans pour autant être exposé à une quelconque peine, comme par exemple la divulgation de secrets professionnels. On parle ici d'une autorisation expresse de la loi. L'autorisation de la loi est aussi tacite, ainsi est le cas où la loi autorise l'exercice d'une profession ou d'un sport. Les conséquences directes qui en découlent de l'exercice ne seront pas condamnées tant qu'elles ne sont pas contraintes, sont pas contraires avec l'éthique et la morale de la fonction. Par exemple, un chirurgien ne peut être poursuivi pour avoir amputé une main à un patient souffrant. Alors, le commandement de l'autorité légitime, c'est ce que commande un supérieur hiérarchique, délégataire d'un pouvoir public. L'obéissance s'impose toujours et reste un fait justificatif dans le cas où l'ordre présente une apparence de légalité, mais l'exécution d'un ordre ostensiblement illégal ne justifie jamais l'infraction. Un ordre qui est illégitime et illégal n'est pas un fait justificatif. Alors celui qui accomplit un acte prescrit par la loi ou autorisé par des législations ou réglementaires n'est pas pénalement sanctionné. Le sujet est de justifier s'il commet un acte que la loi n'a pas prescrit. Alors, comme l'exemple qu'on vient de citer, les médecins tenus au secret professionnel ne sont pas considérés comme coupables de violation des secrets s'ils dénoncent les avortements dont ils ont eu connaissance. De même, un juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt contre un individu sans commettre le délit d'arrestation arbitraire et le code pénal offre plusieurs autres exemples. D'autres textes autorisent la violation des domiciles, l'exécution capitale, etc. Alors, dans d'autres cas, l'ordre de la loi ne peut être exécuté que par l'intermédiaire d'un commandement de l'autorité légitime. Il s'agit ici d'une légitimité tirée ou liée à l'autorité publique, c'est-à-dire une autorité civile ou militaire au public et non d'une autorité privée comme celle, par exemple, du père sur son enfant, de l'employeur sur son employé. Il faut évidemment que l'autorité agisse à l'exécution régulière de la loi conformément aux pouvoirs qui lui sont reconnus. Exemple, le chef d'établissement pénitentiaire tenu selon la loi d'incarcérer les condamnés ne commet pas la séquestration arbitraire à la condition qu'il exécute les instructions en ce sens des juges. Donc, l'ordre donné par l'autorité légitime justifiera l'action. Le commandement de l'autorité exonère l'exécution de toute responsabilité, sauf si l'acte sollicité est manifestement illégal. Exemple, l'ordre de falsifier un document, l'ordre de porter atteinte à la vie ou à l'intégralité corporelle d'une personne, ou encore soumettre une personne à la torture. Alors, pour ce qui est de la contrainte physique, selon l'alinéa 2 de l'article 124 du Code pénal, il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque l'auteur a été matériellement forcé d'accomplir ou a été matériellement placé dans l'impossibilité d'éviter l'infraction par un événement provenant d'une cause étrangère auquel elle n'a pu résister. Alors, ce second fait justificatif prévu par l'article 124 consiste dans la contrainte, c'est-à-dire une force extérieure à laquelle l'auteur du délit n'a pas résisté, sa volonté se trouvant annihilée par une force irrésistible. Alors la contrainte peut être physique et être assimilée à la force majeure. C'est le cas d'un individu expulsé d'un pays qui se trouve rejeté par la tempête sur le côte de ce pays. La maladie constitue également un cas de force majeure. C'est
assez grave pour mettre un obstacle absolu à l'accomplissement d'une obligation légale. C'est ainsi que ne pourrait être condamné pour abandon de famille celui qui est atteint d'une affection, par exemple, cardiaque, qui l'empêche de se livrer à aucun travail, ne dispose d'aucune ressource. En résumé, la contrainte doit consister dans un événement indépendant de la volonté de l'agent, que ce dernier n'a pu ni prévoir ni conjurer. Il faut donc une impossibilité matérielle absolue résultant d'une circonstance extérieure à la personne de l'agent. La contrainte peut être aussi morale. Elle s'exerce à l'exclusion de toute cause physique sur la volonté de l'individu. La contrainte morale est généralement constituée par une menace, mais pour que cette menace puisse être considérée comme irrésistible, il est nécessaire qu'elle soit assez grave pour engendrer un péril imminent. Il faut que la menace intéresse directement la personne de l'agent et il ne suffit pas qu'elle concerne des tirs, à moins cependant que la menace concernant ces tirs soit suffisamment pressante pour excuser un crime dont les conséquences peuvent être plus graves que le mal évité. On peut citer par exemple le cas d'un individu qui se rendait complice d'un vol en acceptant qui se rendait complice d'un vol en acceptant d'ouvrir le coffre-fort dont il avait la garde sous la menace de torture infligée à son enfant ou à sa femme. Et il faut enfin que la contrainte ait une cause extérieure. Ainsi, l'article 137 décide que l'ivresse ou l'usage de stupéfiants ne peuvent en aucun cas exclure ou diminuer la responsabilité et ne pourrait en être autrement que dans la mesure où ces substances ont été administrées à l'insu de l'agent ou de force. Le troisième fait justificatif de la responsabilité pénale, qui est la légitime défense. La légitime défense est un fait justificatif. On peut dire même qu'il constitue un cas particulier de l'état de nécessité où se trouve une personne qui, pour se défendre ou défendre autrui, menacée par un danger actuel et imminent, n'a d'autre solution que d'accomplir un acte défendu par la loi pénale. L'impunité du délit commis en état de légitime défense est un principe universellement reconnu. L'alinéa 3 de l'article 124 du Code pénal dispose qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque l'infraction était commandée par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, ou d'un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l'agression. Ainsi, celui qui se défend ne se fait pas justice à soi-même ou pour autrui, mais il se fait police. La légitime défense consiste dans le droit de repousser par la force une agression imminente et injuste. Cela peut paraître en contradiction avec le principe général nul ne peut se faire justice à soi-même. En effet, c'est la société qui est chargée de défendre les individus, mais la défense individuelle normalement prohibée devient légitime en cas d'urgence, c'est-à-dire lorsque l'intervention sociale est défaillante. Mieux on admis qu'en se défendant, la victime non seulement exerce un droit, mais accomplit un devoir de justice dans la mesure où, en repoussant une agression injuste, on contribue à la défense de la société. C'est dans ce sens que Hygiène a écrit, je cite, l'attaque et la négation du droit, la défense et la négation de cette négation, donc l'application du droit. Mais il doit s'agir d'une agression actuelle et imminente, c'est-à-dire il faut avoir des conditions relatives à cette agression. Il doit
s'agir d'une agression actuelle et imminente, c'est-à-dire consiste dans la menace d'un mal qui ne peut être écarté comme étant l'infraction si la menace est simplement future. La légitime défense n'est pas admise, même pour celui qui réagit contre un mal passé. Elle est inspirée d'un sentiment de vengeance privée interdit par la loi. L'agression doit être injuste, c'est-à-dire non ordonné par la loi. Par conséquent, celui qui blesse un agent de l'autorité procédant régulièrement à son arrestation ne sera pas justifié. Et il existe également des conditions relatives à la défense. Elle doit être nécessaire, c'est-à-dire qu'il doit constituer le seul moyen de défendre contre l'agression. Elle doit être également proportionnée à la gravité de l'agression. Il doit être mesuré. La disproportion entre cette défense et l'agression est manifeste ou évidente lorsque, exemple, on répond à un coup de poing par un coup de feu ne sera pas justifié parce qu'il y a excès de légitime défense, mais le juge peut lui accorder des circonstances atténuantes. Cette rigoureuse ou sévèrement cette condition qui est la proportionnalité est rigoureusement ou sévèrement appréciée par les juges lorsqu'il s'agit de simple défense des biens. En effet, la défense d'un matériel peut difficilement justifier une atteinte à la vie. Et également, il y a des effets de la légitime défense lorsque la légitime défense est établie, la personne n'est pas pénalement responsable. Par conséquent, il n'y aura aucune sanction pénale ni des poursuites ont été intentées. Ils doivent, mais si des poursuites ont été intentées, ils doivent prendre fin dès que la légitime défense est établie. L'auteur de la riposte n'a commis aucune faute. La légitime défense est même pour lui un droit. Il existe un autre fait justificatif, mais contrairement à son homologue français, le législateur marocain n'évoque que la contrainte, puisque la contrainte physique, puisque la légitime défense, laissant de côté l'état de nécessité. Alors, l'état de nécessité, c'est l'état d'un individu en tant que gardant sa liberté de décision est obligé pour échapper à un danger qui le menace, que menace autrui, de commettre une infraction. Exemple, la mère qui volera le pain pour nourrir son enfant mourront de faim. Le médecin qui, pour sauver la mère, tue l'enfant dont elle allait accoucher. Dans ce cas, là, un choix s'impose, subir le dommage ou commettre l'infraction, l'individu est placé dans une situation qui l'oblige à opérer un choix entre deux mots qu'il ne peut éviter. Il faut qu'il commette un acte délictueux ou qu'il subisse un mal plus grave. Le mal ou le danger écarté par la commission de l'infraction doit être imminent, inévitable, et ensuite il faut une certaine proportionnalité entre le mal évité et le mal infligé. Exemple, supprimer ou sacrifier une vie humaine pour sauver un animal ne permettrait pas d'invoquer l'état de nécessité. La contrainte physique, c'est tout que l'on peut prévenir, c'est le fait d'un individu d'agir sous la pression d'une force à laquelle il ne peut résister. Cette force suprême, sa volonté et par conséquent toute liberté de décision. Et de par cela, il y a cette différence entre l'état de nécessité et la contrainte physique qui a été édictée par l'article 124. Alors, l'état de nécessité n'est pas considéré comme les faits justificatifs relevant de l'article 124. Il se rapproche mais se distingue de la contrainte que l'auteur de l'infraction l'a commise pour sauvegarder un bien ou un droit important, ou encore pour ne pas commettre une autre infraction plus grave. Il se distingue de la contrainte en ce que celle-ci annule la volonté
alors que la nécessité lui laisse place au moins dans une certaine mesure, et elle se distingue de la légitime défense en ce que celle-ci s'exerce sur un coupable alors qu'il atteint un innocent. Et de par cela, on arrive à terme pour ce chapitre de la responsabilité pénale. Et pour le chapitre suivant, il sera présenté différemment et on va en discuter dans notre page accordée au droit pénal général. Et au revoir et merci.